Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de cette année-là, une année, on va revenir 30 ans en arrière, en 1996, et pour m'accompagner dans cette année, enfin c'est 96, on va parler aussi d'un peu de 95, vous allez voir. Et pour m'accompagner, j'ai le plaisir d'avoir notre ami David Lépée, qui nous vient directement de Suisse. Bonjour David, Olivier, toujours présent. Toujours présent, souvent en tout cas. Bonjour. Et Christophe. Bonjour à tous. Ça va bien, Christophe? Ça va parfaitement bien, à vos côtés. Alors, pourquoi on va vous parler de l'année 96? Parce il y avait un numéro, vous allez voir, je vais vous montrer cette magnifique couverture. Moi, je la trouve pas terrible. Enfin, c'est parce que elle est très belle. Moi, je suis pas fan, mais bon. C'est parce que c'est moi qui. J'ai à l'époque, non. Ça s'appelle l'insécurité sociale. Ce numéro qui en fait parle principalement dans son dossier des grandes grèves de décembre 95 qui avaient été. Ces grèves étaient arrivées juste après la réforme de la retraite. C'est-à-dire que on ne change rien en France. C'était une réforme faite par Alain Juppé et qui a échoué grâce à ces grèves-là. Donc, on arrive en janvier-février 96, mon cher Christophe, et qu'est-ce qui s'est passé en 96 ? Écoutez, moi je vous fais un petit panorama de la période. Alors, effectivement, le principe de l'émission, c'est extraire un numéro d'éléments. Donc, c'est le numéro 84 du début de l'année 96. D'ailleurs, j'engage tous nos amis auditeurs et lecteurs à se le procurer sur le site en version numérique. Il est super. PDF, c'est un numéro passionnant. Alors, donc, 1996, qu'est-ce qu'on est ? On est en plein Chirac, c'est la deuxième année du mandat Chirac. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, en France, nous avons Malraux qui rentre au Panthéon. Vous allez voir qu'en fait, les acteurs et le contexte à la fois international et européen sont pratiquement les mêmes qu'à l'heure actuelle. Puisque alors, nous avons nos éternels problèmes avec l'Algérie, c'est le drame des moines trappistes de Tibéride qui sont enlevés et exécutés. Nous avons en Afghanistan les talibans qui arrivent à Kaboul, 96. Les problèmes du Moyen-Orient, on a quasiment les mêmes acteurs, donc Arafat est élu, qui a disparu depuis, bien sûr, est élu président de l'autorité palestinienne. Il y a évidemment les problèmes militaires avec le Hamas, qui est présent. C'est absolument la même chose. Le Premier ministre israélien à l'époque, c'est Shimon Peres, qui bombarde le Liban Sud avec le Hezbollah, les mêmes acteurs. Et il y a des élections qui élisent, et je vous le donne en mille, Netanyahou, dans le courant de l'année. Il y a toujours le problème irakien avec la présence de Saddam Hussein qui disparaîtra plus tard, l'intervention américaine, toujours permanente. Nous avons, je reviendrai sur le contexte russe, alors nous avons on a oublié ça, une fin de guerre civile en Europe, à nos portes, puisqu'il y a, les derniers feux, si je puis dire, de l'IRA, en Ulster, en Irlande du Nord, où il y a des attentats notamment à Londres. Donc le conflit n'est pas réglé, il sera réglé quelques années plus tard. Donc nous avons cette guerre fratricide épouvantable. Sur le contexte russe, c'est l'élection en fait de Boris Eltsine. Et je crois que d'ailleurs il était en concurrence avec le général Lebed, je crois à l'époque, qui était un gros militaire, voilà. L'ami d'Alain Delon. Oui, c'est vrai, je me souviens des images. Qui est mort, je crois qu'il est mort dans un accident. C'est bien possible. Tiens, c'est curieux. Il y avait déjà, et d'ailleurs il y avait des embrouilles militaires en Ukraine où je crois il y avait un arsenal nucléaire ukrainien qui avait été accordé aux Russes. Bon, c'est toujours la même chose. Je crois que voilà. En France, il y a un contexte d'attentats. Il y a les attentats de Port-Royal. Donc, on a l'impression que les choses n'ont pas si changé que ça. Alors, des choses peut-être un peu plus légères. Non, pas plus légères. J'ai dit effectivement. Alors, les choses plus légères. Alors, effectivement, c'est la mort de Mitterrand, le disparu. Qui nous quitte, Marguerite Duras nous quitte. Alors chez les gens qu'on aime bien, Mastroianni a disparu en 1996. Et puis notons la mort de Michel Debré, puisque en fait c'est la mort de son fils est mort il y a quelques mois, là, 30 ans, la famille Debré, l'inénarrable famille Debré. Tous les 30 ans, il y a un Debré qui voilà. Sur les domaines un peu légers, puisque Mitterrand est mort précisément sur l'apparition des livres. Ce n'est pas une très grande année de littérature 96, le prix Goncourt m'échappe, je crois qu'il va 95, mais évidemment, puisque Mitterrand est mort, je trouve que le livre marquant de l'année, c'est L'honneur perdu de François Mitterrand de Jean Edernalier. Voilà. Rien de très notable. Qui est sincèrement pas un très bon livre. Qui est un livre que j'étais jeune à l'époque, je crois que c'était aux Belles Lettres, ou je ne sais plus qui avait publié ça. C'était assez réjouissant, mais voilà. Et j'avais noté un livre d'un auteur dont on parle, je trouve pas assez, c'est Régis Debray, qui en 96 avait dû avoir un prix. On parle comment ?
On parle beaucoup de Régis Debray. Je trouve pas tant que ça. Même un peu trop, je trouve. Ah bon, non, mais il avait fait un témoignage intéressant, c'était Loué Swan au Seigneur, où il revient notamment sur son parcours en Amérique du Sud, où effectivement il a été, je sais pas s'il a été si courageux que Jacques Debray, mais il a vraiment participé à la grande histoire, voilà. Alors, revenons un peu dans la fantaisie, sur la musique, bon, c'est la période des boys bands, c'est un petit peu grotesque, mais réjouissant, et puis c'est un peu Mylène Farmer est au sommet, et ensuite on a, je crois que c'est un peu médiocre, Obispo, Zazie, et puis je crois que c'est les dernières flèches de George Michael et Michael Jackson. Voilà. Et puis pour finir, peut-être d'une manière un petit peu plus sérieuse, en cinéma, nous avons quelques films intéressants comme Trainspotting et L'Armée des 12 singes, et même It de Michael Mann, voilà. Lars von Trier, que moi j'aime bien, je crois, et à la Palme d'Or à Cannes. Et sinon, je crois qu'au César, des gens qu'on aime bien, Michel Serrault a eu le César. Interprétation avec le film pas de Piala, comment s'appelle-t-il, de Claude Sauté, pardon, un lapsus. Et de la même manière, quelqu'un qu'on aime bien, je crois qu'Isabelle Huppert a également eu le César du premier rôle de chez Chabrol. C'est un qu'on aime bien, c'est, je crois, La Cérémonie. Voilà. Un petit panorama de 96. Très beau film. Alors, moi, je vais vous lire le début de l'édito de Alain de Benoît. Vous allez voir que on est en 96 et il parle de cette grève de 95 qui a marqué quand même l'histoire des grèves en France. Et vous allez voir que 30 ans plus tard, on est à peu près dans la même situation. La vraie dimension de ce mouvement, c'est le lourd pessimisme social qui l'a révélé. C'est l'esprit de révolte qui l'a cristallisé. Révolte contre une société où 6 millions de personnes sont aujourd'hui sans emploi, en stage ou en emploi précaire, parce que la politique économique appliquée en France depuis 12 ans obéit au principal libéral selon lequel le social ne doit être qu'un appendice de la finance. D'Alain Madelin, ça. Révolte contre une politique qui préfère réduire les déficits publics que la fracture sociale. Révolte contre une mondialisation de l'économie dont le capital tire prétexte pour s'attaquer un peu partout aux réformes qu'il avait dû concéder depuis un siècle. Révolte contre une Europe qui se bâtit sous la pression des spéculateurs et des marchés, comme une zone de libre-échange dirigée par des bureaucrates sans légitimité démocratique. Contre un système financier qui ne fonctionne qu'avec une inflation zéro, qu'en acceptant toujours plus de chômage. Contre une politique illisible qui consiste à appuyer sur tous les freins en même temps, tout en justifiant la rigueur par des perspectives de plus en plus nébuleuses, sinon opaques. David, 30 ans plus tard, on peut dire que rien n'a changé. Oh, oui, rien n'a changé, sauf qu'à l'époque, ces mouvements pouvaient rencontrer une résistance de la part du pouvoir, mais pouvaient aussi gagner. Alors qu'aujourd'hui, il y a quand même eu la résistance et la mobilisation s'est faite aussi avec des résultats différents. Oui, juste pour dire, c'est que cette grève de 95, le pouvoir a reculé sur cette réforme des retraites. Voilà, d'où la comparaison. Rien n'a changé. Alors le contexte est tout aussi dur, mais le pouvoir fait encore moins de concessions qu'avant. En ce sens-là que ça diffère. Mais peut-être que vous pourriez nous replacer ça dans le contexte du nom de ce dossier. Qu'est-ce que c'est que l'insécurité sociale ? Parce que je ne pense pas que ce soit compréhensible pour tout le monde qui n'ayant pas lu le numéro. L'insécurité sociale pour de Benoît, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai compris, c'est que l'État ne joue plus son rôle, ne protège plus. Il s'oppose en fait à son peuple. Et il y a une chose, il y a un phénomène qu'il dit et qui est assez intéressant, qui concerne toute l'Europe. Il dit on s'aperçoit par différentes enquêtes au niveau européen d'une augmentation de la tolérance à l'égard de la transgression des règles. Achat d'un objet volé, toucher un pot de vin, percevoir une allocation indue, travailler au noir, et cela surtout chez les jeunes. Le bien commun a déjà disparu. Il le dit en 96, l'État n'est plus là pour sécuriser son peuple. Il y a ça, et puis il y a aussi, et je crois qu'il l'évoque dans son éditorial, le fait qu'il n'y a plus une disparition aussi d'une conscience commune. On en parlait lors de la dernière émission. Et cette grève de 95, moi j'en ai quelques souvenirs, j'avais 16-17 ans à l'époque. Je me souviens que c'était un moment un peu exaltant d'ailleurs, parce que de ce fait, la société s'arrêtait un peu. On s'arrête, dans l'an zéro, là, le film des années 70, on s'arrête et on va réfléchir. Le problème, c'est que qu'est-ce qui a produit 1995 ? Très vite, ce mouvement a été récupéré par les bureaucrates syndicaux. Pierre Bourdieu est venu faire son petit spectacle
parfois sympathique, mais enfin, au bout du compte, assez vain. Et on s'est aperçu que le pouvoir a peut-être reculé, mais il n'en est rien sorti. Il n'en est pas sorti un mouvement, une réflexion sur quelle société on voulait. Et il y a quelque chose d'assez terrible, c'est qu'il y avait une forme de vide. Les gens défendaient, et à juste titre d'ailleurs, un certain nombre de choses qui venaient d'ailleurs des 32 Glorieuses, qui allaient être de plus en plus attaquées. Mais quelle société proposait-il? Et surtout, juste pour remettre dans le contexte, cette fameuse réforme Juppé, qui était la réforme des retraites, avait été approuvée par une partie de la gauche et du Parti socialiste qui trouvait qu'elle a été raisonnable. Et d'ailleurs, c'est très amusant de voir que là, la deuxième gauche a montré son vrai visage antisocial. À l'époque, dans Le Monde, je m'en souviens, il y avait des pétitions de Rosan-Vallon, hélas aussi de Jacques Julliard ou d'autres personnes qui étaient issues de cette gauche, de cette deuxième gauche. L'histoire de la deuxième gauche est compliquée, etc., la CFDT. Et alors là, le social-réformisme a donné toute la mesure de son antisocialisme, en quelque sorte, ou de sa volonté de devenir moderne et d'épouser définitivement et de se résigner définitivement à la mondialisation libérale. Le problème est peut-être encore plus profond que ça anthropologiquement. C'est en tout cas la grille de lecture d'Alain de Benoît dans les quelques textes de ce dossier, qui sont d'ailleurs liés à un colloque, si j'ai bien compris, ça il faut le préciser. C'est-à-dire qu'il y a un vrai problème de déliaison. Il emploie le terme d'insécurité sociale pour dire la forme moderne de la sécurité sociale s'oppose à la forme ancienne telle que décrite et critiquée par Marx notamment. Cette insécurité sociale première, c'est l'exploitation, l'exploitation de l'homme par l'homme, du salarié par l'employeur. A succédé à ça, avec la fin du plein emploi, une autre insécurité qui est celle de l'exclusion sociale, et notamment l'exclusion du marché du travail, la perte de sens et la perte d'utilité sociale, qui est une forme de déliaison par rapport au commun, qui n'a fait qu'augmenter encore aujourd'hui avec les chiffres du chômage et plus globalement du non-emploi. Et c'est ça qui permet malheureusement de briser les solidarités à la faveur de cette montée de toutes parts d'une forme d'individualisme. Je partagerai pas complètement, disons, la nostalgie d'Alain de Benoît pour les formes antérieures qui sont les formes communautaires, puisqu'il nous explique, je pense que la démonstration est très brillante en disant les libéraux attaquent l'État-providence parce qu'ils sont allergiques aux idées sociales, sans comprendre que c'est eux-mêmes qui ont rendu indispensable l'État-providence parce que la logique libérale a brisé les solidarités communautaires à l'époque desquelles l'État-providence n'était pas nécessaire, puisqu'à la place du filet social, on avait des logiques claniques, solidaires, amicales, etc. etc. Ou des mutuelles ouvrières. Alors, il y a une chose que j'aime parfois rappeler. À l'époque de la sécurité sociale, qu'il faut évidemment défendre aujourd'hui, encore que, il faudrait voir dans quelle mesure, mais à l'époque, un certain nombre de gens qui étaient issus de la tradition socialiste et particulièrement syndicalistes révolutionnaires, se méfiaient beaucoup de cette sécurité sociale qui allait, selon eux, détruire les formes de solidarité ouvrière, créées par des formes autonomes de solidarité ouvrière. Et c'est pour ça que l'État-providence n'est pas sans ambiguïté, justement. Autre phénomène, tel qu'il a été construit après-guerre. Ouais. Autre phénomène que Alain de Benoît parle, c'est la fameuse conduite du passager clandestin. Et là, on en arrive à l'individualisme régnant, qui dit « Cela consiste à attendre tout d'une action collective à laquelle on s'abstient soi-même de participer ». Cette grève de 95, elle a été un peu ça, c'est-à-dire que les gens se sont retrouvés à être solidaires. Moi aussi, je me souviens, j'allais au travail à pied. On était solidaires de cette grève, de ces gens qui faisaient grève. Mais nous-mêmes, on continue à travailler. Alors moi, j'étais au lycée, mais c'est vrai que... voilà, je continue à travailler, j'étais au lycée. Mais j'en garde en tout cas, c'est vrai que le souvenir de ces marches dans Paris, de ces marches et de ces gens qui retrouvaient, qu'on a un peu vu au moment des Gilets jaunes. Moi, j'ai quelques témoignages, j'avais été sur des ronds-points, dans le Sud notamment, et c'était assez émouvant de voir que des gens, malgré la société, au fond, atomisée, d'un coup, des gens qui se parlaient à nouveau entre le petit patron qui allait faire faillite et la fille qui travaillait à mi-temps dans un hôpital. D'un coup, autour du rond-point, à la faveur de cet événement, des solidarités, on sentait que des solidarités pouvaient se recréer. Malheureusement, ces événements sont souvent fugaces et sont cassés. En 95, je crois, je n'ai pas le souvenir que la répression du mouvement avait été aussi forte que les... Non, parce que déjà, premièrement, on avait affaire à une grève qui avait été suivie. Vue de Suisse, David, je ne sais pas si vous vous souveniez de cet événement en 95.
On a quand même cette impression que la France révolutionnaire telle qu'elle a existé, elle n'existe quasiment plus. On parlait des Gilets jaunes, on parle des révoltes qu'il y a eu. L'État ne faiblit plus devant le peuple en révolte. Vous savez, à l'époque de la Révolution, il n'a pas faibli si facilement non plus. Il a fallu insister. Non. Et je pense que cet esprit, il est toujours là. Moi, ce qui m'inquiéterait un peu, c'est chez les Français une certaine confusion qu'ils entretiennent eux-mêmes entre ce qu'ils pensent et espèrent être un esprit révolutionnaire qui soit à l'honneur de leur histoire et de leur avenir, et un esprit qui, en fait, serait davantage un esprit de râlerie, de pessimisme et de déclinisme, parce que quand on leur fait remarquer, vu de Suisse par exemple, ou d'ailleurs, qui râlent beaucoup, ils vont nous dire oui, mais c'est parce que nous avons ce tempérament qu'on a fait 1789, 1848, 1871, etc. Non, les révolutions n'ont pas été faites par des gens qui râlent et qui disent tout est foutu. Les révolutions ont été faites par des insurgés. Et c'est toujours présent, je le pense. L'exemple des Gilets jaunes, pour parler de quelque chose qu'on a tous pu vivre à l'échelle de notre génération, parce que c'était il y a quelques années, il y a malgré tout, malgré l'échec du mouvement pour plein de raisons, juste avant le Covid, ça a aidé à mater la rébellion, mais il y aura eu un avant et un après. Il n'est pas impossible que d'ici quelques années, on puisse parler de la séquence Gilets jaunes comme les Russes ont pu parler de 1905. Maintenant, on sait que 1905 n'était pas un rendez-vous manqué, mais juste une étape. Déjà, et on en parlait tout à l'heure, en 95, la gauche n'est plus là. Hein. Elle est aux abonnés absents. Sur l'histoire des Gilets jaunes, c'est pareil. J'ai l'impression que la gauche française, même si aujourd'hui elle s'est radicalisée, j'ai l'impression qu'elle ne voit jamais venir les mouvements, que ça soit en 95 ou la au gauche moment est un des peu Gilets plus jaunes. présente en 95, notamment la gauche syndicale est présente. J'aime bien le terme ambiguïté, mais la gauche syndicale en 95 aussi fait échouer le mouvement d'une certaine manière, ou l'encadre tellement qu'elle le détourne vers des revendications au fond assez mesurées. Que la gauche politique à l'époque, c'est le Parti socialiste. Et c'est le Parti socialiste, Parti communiste oui, le Parti communiste est en train déjà de disparaître. Hein. Et la gauche PS a déjà rallié depuis longtemps, et toute une partie de la gauche PS, d'ailleurs, soutient le plan Juppé. Alain de Benoît dit exactement, la gauche n'accepte toujours pas d'admettre la responsabilité de la philosophie des Lumières et de l'idéologie de la modernité au même titre que le libéralisme. À l'époque, le mot d'ordre de la gauche, c'est une sorte de nouvelle charité et des slogans humanitaires. On se rend plus compte de ce que ça a été, cette gauche-là. Oui, c'est la gauche qui a juste après Mitterrand. Donc, oui, c'est la gauche Kouchner. C'est la gauche Kouchner, c'est la gauche SOS Racisme, Restaurant du Cœur, etc. Ce qui est amusant en 95, c'est de montrer que c'est Chirac qui est au pouvoir à l'époque. Il a nommé Alain Juppé. Alors même que quelques mois avant, il avait fait toute une campagne sur la fracture sociale, en partie d'ailleurs conseillé en sous-main ou indirectement par Emmanuel Todd. C'est quand même terrifiant, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui a fait une campagne un peu gaulliste sociale et qui, quelques mois après son arrivée au pouvoir, nomme Alain Juppé tout de suite, mais quelques mois après son arrivée au pouvoir, essaye de faire passer cette réforme de la retraite, et soutenue par tout le banc et l'arrière-banc du libéralisme et du social-libéralisme. Et surtout que Juppé va être remplacé par Lionel Jospin et les socialistes de l'époque. Quelques années après, oui. Par rapport à la période de maintenant, qu'est-ce qui a changé ? Est-ce qu'aujourd'hui, quand le peuple se révolte, il en attend encore plus de l'État qu'à l'époque ? J'ai l'impression que les gens n'ont plus d'illusions sur l'État lui-même. Il y a 30 ans, ils demandaient la fin de mais ils attendaient la fin par la grève, la fin de la réforme. Aujourd'hui, c'est la même chose, mais en fait, il n'y a plus d'idéal. Ils n'ont plus aucune confiance dans l'État. Non, ils aimeraient des garanties minimales. Je pense que les gens aimeraient aussi. Et en même temps, ils demandent que l'État leur. Il y a ce côté. Ça, c'est le paradoxe français, justement. Ouais. D'être complètement lucide, voire désabusé sur l'État,
et de ne pas concevoir, je dis pas de vivre sans lui parce que c'est pas forcément le but que nous nous fixons, mais d'attendre de lui qu'il nous laisse toute latitude quand même pour mener notre vie sans être entravé, fliqué ou surveillé, comme c'est de plus en plus le cas actuellement, parce que contrairement à ce qu'on pense souvent, ce ne sont pas les États les plus forts qui ont forcément les pentes les plus totalitaires, c'est les États aux abois qui, tels les animaux blessés, peuvent mordre fort. Et je pense que malgré ces rodomontades et ces tendances autoritaires, l'État français n'est pas un mastodonte très fort. C'est une structure faible, c'est une structure en train de péricliter. Mais c'est pour cette raison-là, et ça s'associe très bien avec un certain libéralisme économique, on a tort souvent d'opposer les deux, c'est pour cette raison-là que l'État est dangereux et que toute d'ailleurs la dialectique de notre critique, c'est peut-être ça qui a changé un petit peu, encore que non, puisqu'on voit que ce dossier est très actuel, c'est que la critique du marché, du libéralisme mondialisé et du capitalisme, on la porte dans l'ADN d'Éléments depuis le début, mais on a vu aussi quelles étaient les orientations, les évolutions de l'État, et on ne tombe pas dans les bras de la force publique par antagonisme. L'histoire est dialectique, et je pense que la critique de l'État, on la portait déjà, et on a peut-être tendance à la porter de plus en plus parce qu'on n'est pas dupe de ce qu'il faut attendre du politique. Très juste, et d'autant, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit David Lépée, d'autant qu'en 95, la gauche mouvementiste, ou la gauche qui était impliquée dans ces grèves, n'avait comme alternative qu'une nostalgie pour l'État-providence ou pour le Conseil national de la résistance, qui a beaucoup de qualités, mais on ne reviendra pas à cela. Et en plus de ça, l'État tel qu'il s'est développé après 45 a été aussi un facteur, non pas d'intégration sociale, non pas de maintien justement de communautés organiques, mais de destruction. On a remplacé ces communautés par des citoyens et des atomes comme ça, qui devaient tout à un État-providence. 2 ans après, si je me souviens bien, 97, Chirac est encore au pouvoir. C'est lui qui suspend le service militaire obligatoire, qui auparavant ressemblait un petit peu au modèle suisse. Et là, on a un bel exemple de ce que vous appeliez la logique du passager clandestin, où on espère être protégé, mais sans s'impliquer soi-même, ce qui était déjà ce que critiquait Rousseau dans le contrat social d'ailleurs. Il y a un impensé quand même dans ce dossier, c'est qu'il n'y a pas un mot, il n'y a pas un mot sur l'immigration qui déjà en 96 est présente. Alors elle n'est pas, dans le mouvement social elle ne l'est pas, mais elle est déjà présente dans la société. Quoi qu'en 1996, je me souviens qu'on parlait déjà, je crois qu'il y avait un politologue, commence à émerger l'idée, à la faveur des élections présidentielles de 95, d'un gaucho-lepénisme. On commence à étudier le fait qu'un certain nombre d'anciens électeurs du Parti communiste se mettent à voter pour Jean-Marie Le Pen à l'époque, à la fois pour des questions d'insécurité culturelle, je crois qu'on n'employait pas encore le terme, et aussi pour des questions sociales, puisque Le Pen, qui était le Reagan français dans les années 80, il faut se souvenir de sa campagne de 95, alors c'est évidemment un discours, davantage peut-être qu'un programme, mais avait déjà des accents sociaux et antimondialistes qu'il n'avait pas avant. Et c'est vrai que c'est étonnant que dans ce numéro d'Éléments, mais je pense que les années 90, c'est une période de la revue où peut-être qu'on parlait un peu moins d'immigration. Peut-être pour se différencier aussi du Front National. Je ne sais pas quelle est votre théorie, cher Patrick. Je n'ai aucune théorie sur le sujet. David, là-dessus, c'est vrai que Alain de Benoît n'en parle pas. Ce qui est marquant quand même à cette époque-ci, c'est que les syndicats vont faire céder le gouvernement. Il y a encore une puissance du monde du travail par rapport à aujourd'hui, quoi. Oui, déjà le taux d'adhésion syndicale est plus élevé. J'ai pas les chiffres en tête, mais même sur ces quelques décennies, il y a eu quand même une évolution de ce côté-là. Et cet individualisme dénoncé par le dossier était peut-être malgré tout moins fort qu'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on voit bien que les grands mouvements sociaux sont aussi des mouvements très désorganisés. C'est une désorganisation que parfois on a tendance à trouver sympathique parce qu'on se méfie des récupérations politiques, à raison. Mais l'autre travers, c'est une forme de dilettantisme qui pour l'État est facile à démobiliser. C'est-à-dire que dans le mouvement des Gilets jaunes, c'est le manque de politique qui a fait échouer la chose. Même si, d'une certaine manière, ça a pu être aussi son atout. Pour maintenir son innocence et éviter assez longtemps quand même qu'il se dévoie dans des manœuvres politiciennes. C'est aussi dans ce dossier que... alors,
tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, mais Alain de Benoît explique qu'on est déjà dans le début d'un communautarisme qui est en train de se mettre en place. Il reprend les fameuses thèses à l'époque de Michel Maffesoli. À l'époque et aujourd'hui, il n'en a pas changé vraiment. Alors, Michel Maffesoli n'a pas changé sur le sujet. Moi, je trouve que s'il avait peut-être raison sur ce fameux communautarisme, par contre, ça n'a pas pris la forme presque identitaire qu'on pouvait le penser. Malheureusement, c'est un communautarisme d'individus qui se créent des communautés souvent superficielles ou mutantes. Les fameuses LGBT++, Voilà, on a l'impression que ça fait une communauté. Ça, c'est quelque chose qui a beaucoup changé. On a l'impression qu'on a affaire à des communautés qui aujourd'hui, c'est par rapport au sexe, presque à la couleur des cheveux. On est en plein délire. Ouais, c'est l'identitarisme du pauvre un peu, quoi. Mais c'est ce que les États-Unis appellent les identity politics, c'est qu'ils ont théorisé avant que ça vienne chez nous. Ça, c'est une forme d'américanisation des mœurs, ça c'est classique. Bon ben voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour dans ce dossier. Donc je vous rappelle, alors bien sûr, en kiosque, vous pouvez toujours trouver, qui est depuis un petit moment, le coup d'état des juges, comment la loi est devenue une arme contre le peuple. Et vous allez voir, je vais faire un truc génial, je vais vous faire une pub pour Karl Marx, parce que c'est le numéro de Nouvelle École que vous pouvez commander sur notre site. Il n'est pas, alors là, vous ne le trouvez pas en librairie, qui est un magnifique et qui rejoint un peu notre dossier d'aujourd'hui, l'insécurité sociale, que vous pouvez trouver en PDF. Je vous le montre, il paraît que c'est une très belle couverture d'après Olivier et Christophe. Je la trouve très belle. Voilà. Moi, je la trouve pas belle. Voilà, chacun ses goûts. Voilà, on se retrouve le mois prochain, mon cher Le mois prochain, Olivier. en effet, pour la sortie du prochain numéro d'Éléments. Voilà. Bonjour chez vous.